Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. Bien entendu, tout commence par un Nescafé ici pour se donner du tonus. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du Grand Café. Qui vient nous voir? Ça sera la découverte tout à l'heure. Mais en attendant, appelons ceux qui font le taf très bien ici. Ces chroniqueurs du Grand Café depuis maintenant 2 saisons. Voici Hervé, David, on l'a pour commencer. Applaudissements pour lui. Applaudissements pour Salif Akeman. Voici Monsieur Imhotep Bayala. Enfin, voici la tête d'une jeune dame, mademoiselle Djemilatou Ouedraogo. À sa suite, voici Priska Zongo. Enfin, Agneko est parmi nous. Merci, chers chroniqueurs. Mais avant tout, il faut bien connaître quand même l'identité de celui qui vient nous voir à travers cette petite vidéo. Son aventure au Burkina commence il y a plus de 12 ans. Au sens symbolique du terme, je dirais que Philippe est vraiment un frère à moi. Philippe m'a beaucoup impressionné par d'abord sa générosité. Je crois que c'est un homme qui a vraiment la main sur le cœur. C'est un homme qui a une culture générale débordante. Je crois qu'il est curieux d'esprit et vif d'esprit. Donc il essaie de tout comprendre, de tout savoir, à la fois même de tout simplifier, puisqu'il arrive à donner des explications très convaincantes. J'ai beaucoup aimé son caractère humain, son humanisme. Et je crois même que c'est ça qui se traduit à travers sa grande passion du moringa, puisque ayant dompté, appris, connu les vertus du moringa, Philippe Arnold a pensé et est convaincu que c'est la solution pour l'homme. Et en cela, il rejoint beaucoup de grands penseurs qui trouvent que c'est vrai que nous mangeons beaucoup de mauvaises choses et que l'essentiel est peut-être à côté, quoi. Vous savez, de ce point de vue, il est très proche de Pierre Rabhi, qui dit qu'on mange tellement de mauvaises choses aujourd'hui qu'on ne peut plus dire à quelqu'un bon appétit.
Il faut surtout lui souhaiter bonne chance. Venu d'Alsace pour un grand projet de développement dans le sud-ouest du Burkina, Dano sera sa ville de cœur. Depuis plus de 3 ans, sa découverte avec le moringa a bouleversé sa vie. C'est un grand amoureux de l'Afrique que nous recevons, un acteur du changement. J'ai connu M. Philippe Arnold dans les années 2014-2015, ça fait à peu près 5 ans. J'étais à la recherche d'un stage après ma licence à l'Institut des yeux. Et en ce moment, il était secrétaire général à la Fondation Dreyer. Et c'est ainsi qu'on s'est connus, j'ai fait le stage à leur niveau. C'est quelqu'un de très passionné, de très généreux. Et justement, en parlant de passion, c'est quelqu'un vraiment, quand il y a un sujet qui lui tient à cœur, c'est difficile de l'en dissuader. La preuve, c'est actuellement le moringa. Il a créé même un label qui s'appelle le Diamant Vert. Il fait la promotion du moringa qui n'est plus un produit à présenter, qui présente bien sûr diverses vertus. Aussi, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui a toujours des sujets de discussion avec qui on ne peut pas s'ennuyer. Mesdames et messieurs, Philippe Arnold est l'invité du Grand Café. Mesdames et messieurs, voici notre invité, voici Monsieur Philippe Paul Charles Arnold. Bienvenue au Grand Café, Monsieur Philippe. Merci beaucoup. Les chroniqueurs, Salif, Agneko, Hervé, Priska, Bayala, Djemilatou. Qui est-ce que Philippe ne connaît pas dans tout ce groupe? Eh bien, on les a vus ici ou là, déjà à la télé probablement. D'accord. D'accord. Alors, avant de commencer, il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. Monsieur Hervé, qui a cousu cette belle chemise? Bon, moi, justement, c'est parce qu'il regarde régulièrement le café qu'un jeune styliste m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait régulièrement m'habiller de temps à autre. Ouais. Et ce jeune styliste, c'est un simple nom. Ça s'appelle tout simplement Lélé, du côté justement de Wemtenga. Non loin justement de là où on a conçu justement ce plateau. C'est gratuit, hein? On lui fait la publicité parce que ça m'a marqué cette tenue. Non, la produit. Agneko. Alors moi, je suis habillée par la boutique African Fashion Brand à Koulouba, qui regroupe les designers africains. Voilà. C'est très joli. Merci. C'est très joli. Salif Akeman, coiffé du chapeau des Saponais et de cet ensemble qui tire du Cocodonda. C'est ça, c'est du Cocodonda de chez Neka, qui vend du Cocodonda. Et le styliste qui m'a fait ça s'appelle Sela Boy. Sela Boy, je connais très bien. Et là-bas, c'est plutôt M. Bayala qui m'intéresse, parce que c'est de chez nous, M. Bayala. Oui, il faut dire qu'il y avait la Faso Fashion Week, c'était l'an passé à Koudougou. Et j'étais là et j'ai été impressionné par ce que les gens proposaient à partir de l'artisanat local. Et j'ai dit, mais voilà, la mondialisation se fait avec nous. C'est joli. Applaudissements. Et avant d'avoir cette conversation avec notre invité, on va faire le tour de la toile. Qu'est-ce qui vous a marqué sur la toile, mesdames et messieurs, la photographie de la toile? Ouedraogo, Djemila, qu'est-ce qui vous a marqué sur la toile cette semaine? Merci, commandant. Ce qui m'a marqué, ça a été le renvoi de Ali Magadji, alias Marem Dial, de la série sénégalaise à succès, Maîtresse d'un homme marié. Alors, tout commence à partir d'une publication sur Instagram où elle dit, je cite, « Si je ne peux vivre de mon art, autant arrêter. Être une star et avoir des difficultés à payer mon loyer et mes factures, à quoi ça sert ?» Alors, les fans avaient remarqué son absence dès les premiers épisodes de la 3e saison. Mais cette publication a confirmé
son absence totale de la 3e saison. Et pour cause, elle a divulgué des problèmes de gestion, de crise, on va dire, au niveau de... Oh là là. De la production. De la production. Ouais, d'accord. Voilà. Certains médias sénégalais ont confirmé son cachet qui s'élevait à 300 000 francs pour à peu près 8 mois de tournage intensif. On s'est amusé à faire un tout petit calcul. Salif a fait une division. 37 500. Environ 37 500 par mois. C'est le salaire de... Et évidemment, vous, ça vous choque quand Oui. vous regardez la célébrité de cette Effectivement. dame, mais aussi la notoriété de ce film qui a fait le tour de l'Afrique. Voilà. Mais Effectivement. il y a des réalités à l'intérieur des productions que nous ne maîtrisons pas toujours. Tout à fait. Qui vous font peur. Qui vous font peur. Alors, et vous avez pensé que si elle venait à être remplacée, ce qui est le cas d'ailleurs, que le film prendrait un coup? Oui, parce que beaucoup de personnes s'étaient attachées à son personnage, à son image. Ouais. Et contrairement à l'opinion publique, parce qu'elle représentait le personnage d'une femme, on va dire une chisa, une maîtresse d'un homme marié. Ouais. C'est un statut qui n'est pas fréquemment apprécié chez nous ici en Afrique. Ouais. Mais contrairement à l'opinion publique, elle a été vraiment appréciée. Ouais. Et on sent la différence, on sent son absence dans cette 3e saison. Et les fans sont beaucoup déçus. D'accord. Et vous pensez que pour la production s'est tiré une balle dans le pied, vous pensez vraiment? Bon, c'est possible. On va dire aussi qu'elle a joué de son poids, se sachant importante dans la série. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ben, attendons de voir ce que ça va donner. Ben, le temps nous le dira. Et la photographie de la toile de M. Bayala, c'est quoi cette semaine? Bon, il faut dire que c'est surtout cette image de patrimoine culturel qui a été incinérée par l'église Saint-Pierre de Bunguin. Il faut dire que c'est quelque chose d'assez troublant au moment où l'Afrique revendique le rapatriement de biens culturels qui ont été recélés pendant la colonisation. Procéder à de tels actes peuvent argumenter au désavantage de l'Afrique pour dire qu'ils ne sont pas capables de prendre soin de leur héritage culturel, mais à la fois cultuel. Et bien évidemment, on va continuer à les conserver pour eux. C'est ce qui vous a marqué sur la toile? C'est ce qui m'a marqué. Salif Akeman. Ben, l'actualité qui m'a marqué est plutôt politique, parce qu'elle concerne le Tchad. C'est, on va dire, le décès du président nouvellement élu du Tchad, parce que malheureusement, c'est le jour de son décès que l'institution chargée des élections annonce les résultats des élections où il est gagnant à 71%. C'est malheureusement ce jour-là, il décède. Idriss Déby, ce n'est pas n'importe qui. C'est 31 ans de règne sans partage dans un pays sahélien qui s'appelle le Tchad. Un pays sur lequel, on va dire, l'actualité concernant la sécurité de la sous-région pour ce qui concerne le terrorisme est focalisée sur ce pays-là, parce qu'on sait qu'elle a une armée, on va dire, redoutable, qui connaît bien le Sahel et qui connaît l'environnement dans lequel évoluent ces terroristes-là. C'est des questions que se pose le G5 Sahel. Au-delà de ça, c'est la question de la France-Afrique qui se pose en Afrique, parce qu'il est plus ou moins succédé pour une période transitionnelle par son fils, ce qui pose le problème de la transmission du pouvoir du père au fils. Ensuite, il y a la Constitution qui est plus ou moins foulée du pied, parce que la Constitution voudrait que le président soit, quand il est empêché, qu'il soit remplacé par le président de l'Assemblée ou le président du Sénat, ce qui n'a pas été le cas là-bas. On parle de cas de force majeure. Mais l'un dans l'autre, c'est un décès qui pose beaucoup de questions et qui remet beaucoup de choses sur la table. Et si sa mort a été vécue comme un choc, les circonstances, elles sont très... Toujours floues. D'aucuns parlent de mort au front, d'autres parlent d'assassinat. À la fin, on ne sait pas réellement Idriss Déby est mort de quoi entre le politiquement correct et la réalité. On ne sait plus quoi retenir. Bien malin qui saura le dire. Agniko. Alors moi, commandant, comme vous le savez, je suis très orientée business. Donc j'étais très heureuse de voir que Madame Idak Bassavé, que nous connaissons tous, l'artiste, la chanteuse, a lancé sa marque de vinaigre. Donc j'en ai profité pour lui passer un petit coup de fil. Une dame très sympathique qui m'explique donc qu'en plus du vinaigre, elle a d'autres projets. Notamment, elle souhaite faire une eau de javel, du vin et des savons liquides. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui a motivé ce choix-là.
Donc, elle dit vraiment qu'elle s'est battue une notoriété ces dernières années. Donc, pourquoi pas capitaliser sur cette notoriété-là et puis lancer sa marque. Et c'était vraiment une heureuse coïncidence parce qu'en 2011, elle a donné un concert. Et en fait, elle a refusé le cachet. Bon, c'était plutôt une soirée gala où elle a refusé le cachet. Et les promoteurs étaient tellement heureux qu'ils l'ont rappelé quelques années plus tard pour la former en entrepreneuriat et pour lui donner les outils pour lancer sa marque de vinaigre. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès. Bien sûr. Et on vous encourage à consommer burkinabé, bien sûr. À consommer burkinabé et à goûter à ce vinaigre parce qu'on sait que les burkinabés sont friands de poulet flambé ou poulet à la braise. De tout assaisonné de ce vinaigre-là, je crois que ça peut donner quelque chose. Hervé Onla, qui pratiquement est sur la toile, puisque s'il n'y a pas un poste lié à la culture, il y a au moins une photo qui se balade quelque part. Qu'est-ce qui vous a marqué, M. Hervé? Justement, c'est le même problème, la situation des cinéastes. Notamment, moi, j'ai un peu généralisé quand j'ai vu la réaction de l'héroïne de Maîtresse d'un homme marié, ça m'a permis même de faire un poste parce que le problème, il est transversal. En fait, le problème qui se pose, il est le suivant. C'est que beaucoup de jeunes actrices et acteurs en herbe ont cette manie de passer à la télévision ou bien de faire des films. Parfois, ils le font à moindre coût, parfois gratuitement. Et parfois, ce sont des conséquences. Je ne suis pas vraiment dans le secret de Dieu concernant Marlène, mais je sais qu'au départ, elle avait vraiment envie de faire du cinéma. Et au regard donc de son profil, effectivement, le producteur a trouvé éventuellement qu'elle pouvait, n'est-ce pas, incarner ce rôle qu'elle a si bien incarné. Mais après, il y a du business dedans. Donc, est-ce qu'il faut falloir aller tout simplement parce qu'on a envie de passer à la télévision, de faire des films, sans penser qu'effectivement, il y a du business dedans. Donc, il faut déjà tout faire, quelles que soient les propositions du producteur, mais il faudrait que les deux parties puissent trouver d'abord un terrain d'entente. C'est ça qui m'a posé ce problème et qui existe beaucoup ici au Burkina Faso. Moi, je connais beaucoup d'actrices qui viennent après, parfois même à des fins même, je veux dire pas catholiques. Elles s'en vont tourner des films, mais après, elles viennent m'avouer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai attiré un peu l'attention des différentes jeunes actrices par rapport à cela. Et c'est surtout quand le film a un succès que le problème se pose. Sinon, on ne revendique pas là où il y a un navet. On va vous applaudir, les amis, vous êtes formidables. Et notre invité est bien installé. Monsieur Philippe, Paul, Charles, Arnold, bienvenue au Grand Café. Certains même ajoutent alias Sommet. Oui. Sommet avec un Tibarayan. prénom, Tibarayan. Alors là, on est dans le sud-ouest. Mais on va commencer l'histoire au bon endroit. Vous êtes né en 1958 en Alsace. Oui. Et pour qui connaît, pour qui se rappelle de son petit cours d'histoire, en tout cas pour nous, qu'on a considéré un peu comme les ancêtres des Gaulois, on nous l'a appris à l'école, l'Alsace et Lorraine. Nous sommes peut-être dans le traité de Francfort, en 1871. Ce traité donc cède ce territoire français à l'Allemagne. Et puis après, ces deux régions vont balloter jusqu'en la Deuxième Guerre mondiale, où la France va pleinement jouir de ces deux territoires. Donc on a l'Alsace, on a Lorraine. Ces deux régions, financièrement, on va dire économiquement riches. Et absolument. Cet Alsacien que vous êtes, ce qui m'a choqué dans votre récit, vous avez fait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Mais comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'on oublie que toute région du monde a évolué petit à petit. Et moi, avec mes 60 ans bien passés, je suis d'une génération où tout petit, on marchait pour aller à l'école. Il n'y avait pas des écoles disponibles partout. Moi, j'habitais, je pense, à peu près à 4 km de mon école. Et je pense que ça m'a fait plutôt du bien d'ailleurs de savoir marcher et de faire un peu d'effort. À l'époque, j'étais même servant de messe. Je partais même parfois dans le froid d'hiver très tôt le matin, avant 6 heures, de nuit, pour aller servir la messe avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Et si je l'évoque, c'est parce que peut-être ça ne nous a pas fait tant de mal que ça. Moi, je suis allé au lycée, il y avait 11 km pour aller au lycée. Il n'y avait pas de bus, ou il y en avait, mais on ne les prenait pas. J'avais un vélo, puis j'ai une marraine qui m'a offert un petit vélomoteur après, mais j'ai commencé par faire le Comme quoi, on n'en meurt pas, quoi. Bien au contraire. Alors, je ne dis pas qu'il faut obliger et continuer d'obliger dans des conditions difficiles d'aller à l'école, etc. Mais
Ce fut votre cas. Oui, absolument. Ce fut votre cas. Et vos parents n'ont pas fait de grandes études. Papa était plutôt dans le commerce. Oui. Maman était la bonne femme au foyer. Ah, parfaitement, oui, tout à fait. On Toute sa vie, elle l'a consacrée à ses enfants, à sa famille et à diverses activités associatives et autres, mais oui, typique mère au foyer. Ouais. Une fratrie de combien d'enfants? 3. Et vous étiez le... Je suis l'aîné. Vous étiez l'aîné. D'accord. Voilà. Voici l'aîné qui a un bac scientifique et puis qui s'attache d'amour pour tout ce qui est écologie, la nature. Et vous allez avoir des fonctions plutôt qui vous permettent de vivre aisément dans un pays comme la France, qui fait partie des plus grandes puissances du monde. Et puis, 1985, il y a comme un appel de l'Afrique, et vous allez vous retrouver quelque part, 1982 ou 83, au Niger. Mon premier voyage, je l'ai fait au Sénégal. J'ai découvert l'Afrique subsaharienne par le Sénégal, pour un voyage un peu exploratoire. Voilà, un voyage où je débarque à Dakar, je file tout de suite à Saint-Louis du Sénégal, où je rencontre des réalités très intéressantes. Un archevêque, Monseigneur Sagna, qui nous fait visiter en nous expliquant, vous êtes dans un pays musulman ici, voilà, premier choc. L'île de Gorée, ça laisse pas indifférent. Et quand quelques années après, je vais au Ghana, à Cape Cod ou à... Je dois dire, voilà, rien qu'en d'en parler, les frissons me montent. Et donc, voilà, en 83, pour ne pas faire mon service militaire, service national militaire, je choisis de faire celui qu'on appelait volontaire du service national actif. Et c'était dans la recherche, puisque je venais de terminer mes études et j'étais dans une équipe de recherche à Niamey, au Niger. Alors, soit vous êtes un trouillard ou vous redoutez quelque chose dans l'armée. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous amène à éviter l'armée? Je me suis jamais senti une passion personnelle pour les armes, etc. Avec pourtant beaucoup de respect pour ces gens-là qui nous défendent, mais je crois chacun son boulot et je me sentais pas. Non, au contraire, j'avais l'impression et je continue d'avoir l'impression qu'on peut défendre les siens, sa patrie, etc. Autrement. Avec autre chose que des armes, mais pas seulement. C'est qui donc vous envoie au Niger pour faire votre service, un service qui vous évite un peu l'armée. Et là, vous n'êtes pas loin d'un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Alors qu'à l'époque, déjà, un certain Sankara n'avait pas encore pris le pouvoir en tant que tel. Il avait déjà pris le pouvoir. Je suis arrivé au Niger en décembre 83. Donc la révolution avait eu lieu. On était vraiment aux premières loges et on regardait comme on pouvait. Alors il n'y avait pas d'internet et pas de toile, etc. Mais on se tenait vraiment informés parce que voilà, un pays qui change de nom. En 84, je me rappelle avoir reçu le ministre de la Santé du Burkina qui venait en visite officielle au Niger. Et j'étais parmi les gens qui le recevaient, je n'étais pas seul. On a vu arriver un monsieur cassé, c'est un pharmacien, je crois qu'il vit toujours d'ailleurs, à Ouaga. Caboré. Voilà. Et il est arrivé cassé parce qu'il venait de faire Ouaga-Niamey par une route, une piste rouge. Piste rouge. Je crois qu'on se plaint aujourd'hui du tronçon Gounguin-Fada, mais je crois qu'on n'imagine pas ce que c'était à l'époque. Et si je ne m'abuse, c'était au mois d'août en plus. Donc il est arrivé en plus avec une rage de dents que j'ai dû gérer avec un ami dentiste sur place. Petite anecdote, mais pour dire, puis voilà, ça nous intéressait vraiment énormément ce qui se passait. Et vous avez fini ce service, vous partez chez vous, et après, il va se passer quelque chose. Un jour, avant d'aller prendre une douche, vous lisez un morceau de journal, quelque part, où c'est écrit qu'on recrute. Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour un projet dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Il faut avoir le profil de quelqu'un qui parle un peu allemand, qui parle français, et qui s'intéresse, bien entendu, à tout ce qui est nature, écologie. Et vous avez compris que c'est un peu de vous qu'on parle. Vous rentrez en contact avec le patron du projet et qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, dans votre évocation d'Alsace, vous avez oublié qu'avant 1871, il y avait même déjà une histoire, puisque l'Alsace est typiquement une région germanique, il faut l'assumer. On est des Germains, on est des gens qui sont plus proches de tout ce qui se passe en Allemagne, Suisse, Autriche, etc. Ne serait-ce que par notre langue nationale, on l'appelle régionale là-bas, l'alsacien, qui est un dialecte de l'allemand. Et c'est Louis XIV qui nous avait piqué à l'Allemagne déjà. Il nous avait déjà, il était venu en disant « Ouh, mais ça, cette région, c'est un beau jardin ». Allez, il nous a pris. Merci pour ce coup d'histoire. Et puis après, effectivement... Et après, on a été ballottés. Si je l'évoque, c'est parce que les frontières sont ce qu'elles sont. Et il ne faut pas oublier qu'elles bougent.
et elle bouge parfois pas toujours en faveur des populations. Et là, je ne parle pas que de l'Europe. Regardez ce qui se passe autour de nous en Afrique, et l'histoire était lourde. Donc, pour revenir, effectivement, vous pouvez le dire, c'était pas à la douche, c'était aux toilettes, parce que je lis pas le journal à la douche, qui est fou. Je le lis, oui. Aux toilettes, il restait un morceau de journal. D'accord. Par plusieurs, je n'ai pas voulu évoquer les toilettes. C'est gentil. Mais pourtant, vous y allez comme le roi. Hein. D'accord. Voilà. Donc, cet extrait de journal, c'était juste les petites annonces. Quelqu'un avait dû laisser ça. C'est vrai que dans la maison, personne ne cherchait d'emploi. Même pas moi. Et je lis effectivement, Fondation allemande cherche pour le Burkina Faso son projet, son directeur francophone, évidemment, puisque c'est le Burkina, anglais indispensable, notion d'allemand bienvenu. Et il avait publié ça dans un journal régional en Alsace, parce qu'il savait qu'effectivement, dans notre région, on a encore ce bilinguisme qui est rare en France. Peu de gens en France parlent plusieurs langues, contrairement à ici, où tout le monde sait au moins 2, 3, 4 langues. D'accord. C'est un point important, ça. Vous rencontrez donc ce monsieur, oui. Et monsieur au lieu de passer 15 minutes d'entretien, comme c'est le cas traditionnellement pour les entretiens d'embauche, vous vous retrouvez à passer pratiquement toute l'après-midi avec lui. Et là, il constate que vous êtes son homme et vous comprenez vous aussi que vous êtes fait pour ce projet. Voilà. Monsieur Gisbert Dreyer, effectivement, il m'avait convoqué à 10h et on ne s'est pas quitté avant 16h. 6 heures d'entretien qu'on n'a pas vu passer ni l'un ni l'autre, sans manger, où j'ai juste un verre à boire. Mais une passion pour ce qu'il faisait effectivement et ce qu'il projetait en tant que grand visionnaire. Herzlichen Dank, Herr Dreyer, je lui dis merci. Et puis effectivement quelque chose... Je vous dis, je ne cherchais pas d'emploi à ce moment-là. À ce moment, j'étais en train de vouloir développer la promotion de maisons écologiques, de maisons qui ont besoin de peu d'énergie, qui peuvent utiliser l'eau de pluie, etc. J'en avais construite une pour moi à ce moment-là, et je m'attendais à rien, sauf que voilà, les circonstances font que je suis sorti des toilettes, parce que pour écrire, je sortais des toilettes, pour envoyer ma candidature, et effectivement, quelques jours après, et quelques mois après, je me retrouvais en août 2008 à Dano. Et vous débarquez au Burkina Faso, quel jour précisément? Alors, je pense que c'était en août, ça devait être le 7 ou 8 août 2008. 2008. Et vous allez directement? Directement, le lendemain. Je crois que j'ai mangé une pizza dégueulasse, parce que pourquoi manger une pizza à Ouaga, sur Kwame Nkrumah, et le lendemain matin, à 6h, on était parti pour Dano. Voilà. Et voici l'Alsacien qui se retrouve au sud-ouest du Burkina Faso. Mais disons les choses telles qu'elles sont, parce que, M. Philippe, vous m'avez dit, je n'aurai rien à cacher dans cette émission Le Grand Café. Votre envie, d'ailleurs, d'aller si loin de chez vous, il y a aussi une histoire d'amour un peu cassée, un peu brisée, non? Oui. Je crois que je vous ai dit ça, effectivement, et je l'assume volontiers. C'est vrai que c'est d'abord le projet qui m'a passionné. Effectivement, un monsieur qui me dit « je veux faire un projet de développement économique, pas humanitaire », il l'a bien précisé. Un projet de développement économique pour une grande commune qui s'appelle Dano. Je le veux écologique, je veux que ça soit un endroit où on puisse montrer que des paysans peuvent produire et bénéficier de la part importante du fruit de la transformation, en l'occurrence pour du riz, dans des endroits où on ne cultive pas encore, etc. C'est ce projet qui m'a évidemment séduit. J'ai pas longtemps réfléchi, j'ai foncé. Ce n'est qu'après, et aujourd'hui avec le recul, que je me rends compte que ça correspond effectivement à une période où j'étais séparé de mon épouse, après 24 ans de mariage. Nous étions séparés depuis presque 2 ans, et j'ai failli d'ailleurs la ramener ici. Hein. Et pour tout vous dire, avouons-le, elle est venue ici, tout au début, pour voir s'il n'y avait pas éventuellement moyen de... Et puis je crois qu'on s'est rendu compte en 8 jours que si on s'était séparés, c'était pour des raisons. Et puis voilà, nos chemins à ce moment-là se sont, on va dire, définitivement séparés pour ce qui est de la vie commune, mais on a gardé des bonnes relations. Mais c'est vrai qu'une partie des raisons non avouées ou inconscientes de cette arrivée et de cette intégration au Burkina, elle est liée à ce qu'on appelle refaire sa vie. J'aime pas trop l'expression. C'est plutôt continuer sa vie d'une autre manière et dans un pays dont je suis tombé en amour, comme disent les Québécois. Oui, donc un amour cassé pour un tout autre amour qui va durer longtemps dans le temps, puisque aujourd'hui, M. Philippe Arnold, vous êtes parmi nous, vous êtes avec nous. On va applaudir votre parcours. Merci beaucoup. Le projet, lui, va se mettre en place avec vous, à Dano, dans le sud-ouest.
Et c'est sur environ 25 hectares que vous essayez de travailler. Qu'on commence, oui. Il existait un barrage qu'ils avaient construit au début des années 2000, barrage pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on a de l'eau à disposition. C'est le grand défi, vous le savez bien, nous le savons tous ici, dans des pays où... ici, on attend la pluie depuis quand maintenant? Depuis octobre, à Ouaga, elle n'est toujours pas tombée. Donc voilà, ça c'est une réalité qu'il faut gérer. Pour faire de l'agriculture, bien sûr, il faut de l'eau, il faut avoir accès. Et cette eau, elle existe. Elle est en surface, il faut la stocker en barrage, il y a diverses méthodes, il faut économiser l'eau. Voilà, et c'est ce qu'il voulait montrer. Donc à travers ce barrage, il a montré que 25 hectares permettaient de faire vivre des familles tout au long de l'année. Ce qu'on sait à Bagré, à Samandéni, maintenant, à Vallée du Sourou, etc. Voilà, c'était ça. Et à partir de là, convaincre les gens que ça vaut la peine d'essayer d'aménager avec leurs propres moyens, non pas avec des grosses infrastructures, du béton, des études préliminaires, etc. Monsieur Dreyer, et tout comme moi, on avait vraiment ce souci de faire quelque chose de très pragmatique, de très adapté et accessible aux paysans. Et construire les rizières par eux-mêmes, ça permettait déjà de leur faire gagner de l'argent pour ce travail, avant même d'avoir commencé à cultiver. Le fameux cash for work, qui est un des secrets. Tu touches de l'argent quand tu travailles, c'est ce qu'on fait tous. C'est d'ailleurs une des obligations qu'on a dans la vie. Travailler, le bara, c'est indispensable si on veut manger. Et donc à travers là, aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 700 hectares de rizières aménagées et surtout du riz, non seulement local, produit ici, qui fait vivre des familles de la production, mais aussi une infrastructure, je pense, unique en Afrique de l'Ouest en tout cas, alimentée par des énergies renouvelables pour faire l'étuvage, très important pour la qualité alimentaire du riz, et le décortiquage, bien sûr, pour que le riz soit mangeable. Est-ce que cette transformation, qui est en général très bénéficiaire, c'est-à-dire les gens qui achètent le riz paddy aujourd'hui, Borchamp, pas très cher aux paysans, avec peu de frais, ils transforment quelque chose et ils le revendent 2-3 fois plus cher. C'est toujours comme ça dans l'agriculture. L'essentiel, et c'est une des notions de l'agriculture durable et de l'agriculture donc en fair trade, comme on dit, je ne vais pas commencer comme coach Simon, je cherche le mot en français, commerce équitable. Commerce équitable. Commerce équitable, ça permet effectivement de redistribuer une partie de ce qu'on a gagné jusqu'au paysan lui-même. Et ça, c'est ce qu'on cherchait et ce qu'on cherche toujours. De 25 hectares, vous êtes passé à près de... Plus de 700 aujourd'hui. Plus de 700 hectares. On va applaudir ça. Et c'est 700 hectares sur des zones où on ne cultivait pas, parce qu'on ne gérait pas l'eau. Trop d'eau pendant la saison des pluies, donc là on s'enlève parce que l'eau passe violemment. Bien sûr. Et puis pas d'eau quand il y a la saison sèche. Là, en créant des rizières, petites diguettes, petits aménagements, casierage, des casiers, etc. Ce que vous connaissez du riz. Bien sûr. Mais le riz est pas si fréquent depuis très longtemps en Afrique. Mais là, alors ça va durer environ 8 ans, 9 ans avec vous. Et à un moment donné, comme il faut bien faire évoluer ses rêves, ses projets, vous allez partir de Dano, Dano à qui vous avez laissé quand même vos empreintes, vous avez marqué Dano au point de connaître ce qu'on appelle l'initiation en pays d'Agara. Sinon, je ne pourrais pas me targuer d'un nom d'Agara. On m'a attribué un clan, je me suis retrouvé, on va dire, affilié au clan de la chefferie de Dano, ceux qu'on appelle les Zao, les Zaguais, les enfants de Zao. Sommet, de toute façon, c'est pas difficile, il n'y a que 5 ou 6 noms d'Agara, entre Sommet, Dabiré, Somda, Poda, Da, donc voilà, c'était vite fait. Il y a 50% des Dagara qui s'appellent Sommet, j'en suis, en tout cas alias. Et puis le nom de botanique ou le nom local qui est Tibarayen. Et Tibarayen, ça veut dire celui avec qui on ne doit pas avoir de problème, celui avec qui on doit bien s'entendre, celui sur qui on peut compter. Et il y en a même qui ajoutent un peu parfois celui avec qui on dort tranquille. Et ça ne m'arrange pas toujours cette histoire. Donc voilà. En tout cas, oui, c'est une forme effectivement d'intégration, mais qui doit se mériter, parce que ce nom botanique, je pense que tout le monde en témoigne, c'est une espèce de mission qu'on vous donne. Ça évoque quelque chose qui, au moment de votre naissance ou de votre initiation, mais quelque part, c'est pas un hasard, on ne te donne pas ça. Monsieur Sommet, en tout cas pour l'instant, on donne l'assurance que tout se passe bien avec vous. On est tranquille ici dans cette émission.
mes chroniqueurs ont maintenant la lourde tâche de vous poser des questions, même si on sait que votre histoire ne s'arrête pas là. Après, vous allez découvrir ce qui est toute votre raison de vivre aujourd'hui dans ce pays de Burkina Faso, en Afrique. C'est bien la découverte que vous faites de cette plante qui s'appelle le moringa. Et tout le monde connaît aujourd'hui, a entendu parler plus ou moins des vertus de cette plante, de ce que ça peut représenter comme bien dans sa consommation. Mais avec vous, on va parler de votre parcours, du moringa, et bien entendu de votre attachement à ce pays de Burkina Faso qui vous est si cher. Absolument. Je voudrais, avant qu'on ne continue avec mes chroniqueurs, demander à la régie de nous envoyer une image et du son, bien entendu. C'est vos parents qui parlent. Votre mère, c'est vrai, quand j'ai écouté, j'ai eu un peu de frisson parce que pour elle, vous étiez venu pour passer juste 5 bonnes années et revenir. Et depuis lors, elle vous attend, point de Philippe. Bien au contraire, il s'appelle Sommet maintenant, bien initié dans ce pays de Burkina Faso. Et votre papa, lui, il a peut-être un message encore plus musclé. Pour lui, Philippe doit revenir en Alsace. Philippe, vos parents vous disent tranquillement que vous leur manquez. Voici la petite vidéo. Bonjour, je me présente, je suis la maman de Philippe Arnold. Et quand je pense à mon fils, je revois le jour où il a décidé de partir au Burkina Faso. Je l'ai même admiré parce que je pensais que c'était bien s'il veut offrir 5 années de sa vie pour faire quelque chose. Mais entre-temps, les parents ont vieilli et d'année en année, pour ne pas dire de jour en jour, ils ont plus besoin d'aide. Et ces 5 années se sont drôlement prolongées. J'aimerais quelquefois l'avoir quand même à mes côtés. Mais heureusement que Philippe Arnold a des sœurs, donc on n'est pas abandonné. Alors bonjour à tous les Burkinas. Ayez le courage parce que l'Afrique, c'est le continent du futur. Au revoir tout le monde. Je suis fier d'être le père de Philippe Arnold, et j'espère aussi, sincèrement, qu'il revienne bientôt. Alors, cher ami, quand on entend ça de ses parents, papa et maman, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça coupe les jambes et ça donne un cœur qui bat très fort, quoi. Oui. C'est sûr. Quand on a la chance à 62 ans d'avoir encore ses parents, ça veut dire qu'ils en ont 86, bientôt 87, tous les deux. Ouais. Et je vais vous dire, c'est très symbolique ces deux tranches d'âge. En France, mes parents viennent de dépasser à peu près l'espérance de vie moyenne. Je crois que c'est autour de 85 ans, 86 ans. Ma maman, elle est à la date moyenne de l'espérance de vie d'une Française femme. Mon papa est a déjà un peu dépassé. Ouais. Mais moi, à 62 ans, je suis à l'âge de l'espérance de vie en bonne santé. Ouais. Et ça, on oublie souvent de le dire. C'est sûr qu'on a évidemment des moyens médicaux, de prévention, etc., qui sont bien plus développés que par ici, mais ça veut dire qu'on passe 20 ans de sa vie, les dernières 20 années de sa vie, en moyenne, on les passe à trimballer des gros diabètes, des grosses hypertensions, des maladies neurodégénératives, etc. Je ne vous cache pas que mon papa est atteint de tout. C'est une énorme surprise et une énorme émotion pour moi de le voir là, parce qu'il n'est pas capable tous les jours de ça. Et je ne sais pas encore comment mes nièces ont pu faire pour avoir ces quelques mots, parce que mon papa va voir l'émission, et quand il aura fini, maman lui dira « Ah, t'es belle cette émission avec Philippe ». Et il dira quoi ? Parce qu'il ne se souvient plus, malheureusement. Ça, c'est pas facile. Mais je voudrais surtout leur dire, mes sœurs sont là, effectivement, auprès d'eux. Si elles ne l'étaient pas, et si elles ne l'étaient plus, je dois dire que, amis burkinabés, je vous laisserai certainement pour quelque temps le temps de m'occuper de mes parents, si elles n'étaient pas là. C'est sûr et certain. Dans ce sens-là, j'ai cette notion de la famille comme en Afrique. Je sais que mes sœurs sont là pour le moment. Et je me dis, si je peux continuer à me sentir utile ici, et plus utile auprès de tout ce que je fais ici, que de m'occuper seulement de mes parents, alors qu'il y a des gens qui peuvent le faire, eh bien voilà, c'est ce choix que j'ai fait. Ça me fend le cœur de le dire, mais c'est comme merci, cher ami. Je crois que à entendre ces mots, on comprend quel est le degré de sacrifice que tu fais pour être là
et pour partager avec nous chaque jour de nos vies. Merci à Salif Akerman de poser quand même la toute première question. Après un témoignage aussi émotif, j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour le sacrifice qu'il fait de venir rester au Burkina. Je pense que vous êtes à votre 12e année, si je ne... 13e année, si je ne m'abuse. Et j'aimerais saluer cet exemple d'intégration réussie. J'appelle ça une intégration réussie parce que quand on est d'une double culture française et allemande et qu'on se retrouve au Burkina et qu'on décide de rester et qu'on va même jusqu'à prendre un nom local, se faire initier, ce qui n'est même pas le cas de bon nombre de personnes natifs de là où vous êtes allé vous installer, c'est quand même impressionnant et pour moi c'est à saluer. Et je ne sais pas d'où vous tirez cet amour pour cette culture d'Agara ou en tout cas pour ce pays-là, mais en tout cas moi je vous tire mon chapeau. Mais je constate que vous avez fait le choix de faire de l'écologie comme étude après votre bac. C'est vrai que c'est une période post-guerre où le monde a subi certains ravages. Je vais parler par exemple de Tchernobyl. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé. Est-ce que c'était l'actualité de cette période-là? Est-ce que c'était une vocation que vous avez ressentie? Ou bien, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir de faire de l'écologie? Alors c'est vrai qu'à l'époque, donc moi c'est mon bac en 1976, la fin de mes études en 1983 avec le doctorat. Je dois dire que c'est une époque où on n'était encore pas très entendu de ce point de vue-là. C'était naissant. Les écolos, comme on les appelle, politiques, ne faisaient que commencer. Le premier candidat, c'était dans les années 70, René Dumont, donc, et déjà un grand amoureux de l'Afrique, celui qui a écrit en 1964 « L'Afrique noire est mal partie ». Et je vous déconseille de relire ce livre aujourd'hui parce que ça vous prend à la gorge, tellement il avait vu clair. Alors, si j'évoque ça, c'est parce que peut-être j'ai déjà à ce moment-là eu ce que j'appelle moi une intuition, pour pas être manquer d'humilité, mais dans ma vie, et ça m'a pas toujours été favorable, j'ai parfois eu tendance à me dire des choses qui étaient anticipées, c'est-à-dire avoir un peu raison avant d'autres. Et ça m'embête parfois, parce que quand on disait dans les années 70, mais avec le nucléaire, avec les engrais chimiques, avec la pollution de l'eau, avec cette pollution généralisée de l'air, avec le début des OGM, des organismes génétiquement modifiés, on va à la catastrophe. À l'époque, on passait pour des empêcheurs de développer en rond, on n'était pas bien vus, on n'était vraiment pas bien vus. Mais je me disais, voilà, et je tenais ça, je pense, de ma grand-mère maternelle, la maman de cette maman que vous avez vue là-bas, qui, quand elle est maintenant comme ça devant moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette grand-mère qui me disait, mon garçon, ce qui est important, c'est de connaître ce qui t'entoure, pas en ville, là, dans la nature, et elle s'asseyait avec moi, elle me montrait les oiseaux, elle me montrait ce qui pousse dans le jardin, etc. J'avais conscience que nous venons de là. Et si je permettais, M. Salif, que je vous reprenne sur le sacrifice, je ne pense pas faire un sacrifice. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Je vous assure que si je retournais là-bas, je sacrifierais beaucoup de choses aussi. Donc, c'est des choix, et les choix, il faut les assumer. Donc, j'ai fait ce choix d'être ici. Et ce qui probablement m'aide beaucoup, c'est cette conscience que j'ai eue très tôt. Contrairement à ce que disait le commandant tout à l'heure, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Nos ancêtres, à nous tous ici, y compris moi, sont tous africains. Sont tous africains. Dans mes études, je fais pas de flagornerie pour qui que ce soit là, vous allez comprendre en 2 mots rapides. Dans mes études, une de mes sciences préférées, ça a été la théorie de l'évolution, le darwinisme. Quand on a commencé à comprendre comment les choses se sont passées, moi j'ai fait des voyages au Kenya dans les années 80 où je guidais des gens dans la Rift Valley, où on a trouvé les plus vieux ancêtres connus depuis un peu de trucs, qui ont permis d'expliquer que c'est de là-bas que tout est parti. Que tout est parti. Et qu'à cette époque-là, sur Terre, les seuls humains, ils avaient votre couleur de peau, pas la mienne. Bon, il y a des exceptions qui sont un peu plus claires, mais c'est évident. C'est évident aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas le croire, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais il y avait d'abord
des gens qui avaient besoin de se protéger d'un soleil, et Dieu sait si moi j'en souffre ici. Voilà une chose, c'est pas un sacrifice, mais je suis obligé de me protéger ici. Alors, donc ça c'est très important. S'il y a bien quelqu'un qui est réceptif à ce genre de discours, c'est bel et bien Monsieur Imhotep Bayala. Donc à qui je vais demander de poser la seconde question? Oui, mais là vous me permettez spécifiquement parce que l'Afrique a été redressée. Je vais me mettre debout. Parce que j'ai failli pleurer avec vous, parce que je sentais vos yeux qui se chargent d'émotions. Ce n'est pas évident lorsque vous écoutiez vos parents parler. Et quand je regarde tout ça, je me questionne à l'intérieur de moi-même. Combien avez-vous souffert des perceptions? Vous savez très bien que quand on est de couleur blanche et qu'on arrive en Afrique, soit on vient avec un certain postulat de venir donner des leçons, de venir créer le développement, comme on le voit ou comme on l'a toujours vu. Mais vous arrivez avec un autre paradigme. Générer le développement avec les communautés elles-mêmes. Alors que dans la tête des communautés, elles ont dû vous percevoir comme le Nansara envahisseur. Comme à une certaine époque, qui faisait peur. Moi, j'ai envie que vous parliez, vous nous dites à nous tous ici. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des gens, quand ils vont chez le petit mécano du quartier, quand il est noir comme moi, bien mélanisé, la panne, elle fait 200. Mais quand c'est vous, je sais, ça fait 2000. C'est le prix Nassara. je connais le prix Nassara. Il y a ces clichés qui perdurent. Bien et je sûr. veux savoir combien vous avez souffert de cela. Mais je veux vraiment faire un commentaire de fin parce que ça fait très longtemps. Ça fait 8 ans que moi, personnellement, on essaie de faire un combat. Pour dire aux gens, la vie n'est pas partie de partout. Elle a une origine. Si elle avait apparu en Australie, nous devons avoir l'humilité, le courage et la sincérité de dire que nous sommes partis de là. Mais si elle est partie d'Afrique, pour les conditions que vous avez expliquées, parce que sous l'équateur, on ne peut que évoluer et progresser étant pigmenté. En dehors de cela, comme vous expliquez par votre propre expérience, ça devient difficile. Mais l'effet de glaciation de 3000 ans, il y a un document, permettez-moi de donner cette bibliographie assez importante qui permet vraiment de délivrer, de désenchaîner les mentalités, ces nations nègres et cultures de Cheikh Anta Diop, qui revient sur le peuplement de l'univers à partir de l'équateur que vous expliquiez tantôt. Mais Dieu seul sait combien nous sommes rabâchés. Et mon ami Salif, un copain que j'aime bien, un aîné auprès de qui nous apprenons, souvent nous a dit, écoutez, vous voulez tout ramener à l'Afrique, vous exagérez. Non. Tout vient d'ici. Alors que tout vient d'ici. Bien sûr. Je voudrais vous dire merci parce que par votre bouche, vous libérez assez de personnes multipliées derrière les écrans. Merci. J'aime bien les Gurunsi, ils le savent. Je tiens toujours à en avoir dans mon entourage. C'est comme ça. Donc je ne suis pas que gala. Mais je ne vous flatte pas. Je vais juste profiter de l'occasion pour dire quelque chose que je raconte souvent, et ça choque souvent. Ça part d'une anecdote. Un jour, dans une école primaire à Dano, où je parlais de diverses choses, il y a à la fin, est-ce que les enfants, vous voulez encore poser question? Et il y en a un qui lève le doigt et dit, monsieur, est-ce que si je manque beaucoup de farine ou de riz blanc, je vais devenir comme vous? Il pensait que... Alors je lui ai dit non, parce que moi j'ai mangé beaucoup de chocolat dans ma jeunesse et je ne suis pas devenu comme toi. Mais, mais voilà, vous avez prononcé le mot sur lequel je veux venir. Mon costume là, il est noir. Lequel d'entre vous est noir ici? Zéro. Cette table, elle est blanche. Regardez à côté de ma main. Je suis clair, ok, mais je ne suis pas blanc. C'est une convention de langage, certes, c'est une facilité. Tu es noir, je suis blanc. Mais franchement, vous savez d'où ça vient. Et moi, je me l'interdis depuis que ma fille, qui a aujourd'hui 34 ans, je la salue avec ses 2 petites filles, était avec moi dans un voyage en Afrique subsaharienne où on les avait prévenus. Les enfants, vous savez que là-bas, les gens n'ont pas la même couleur de peau que nous, c'est des hommes comme nous. Je veux dire, vous comprenez bien que je ne lui ai pas appris autre chose. Et je lui dis, là-bas, c'est des noirs et nous, on est des blancs. Et quand on arrive à l'aéroport, on prend les valises, et pendant qu'on prenait les valises, ma fille me tire la manche et dit, mais papa, ils sont où les noirs?
Alors je lui dis, mais ma fille, ils sont là-bas. Elle me dit, mais papa, ils ne sont pas noirs, ils sont bruns. Et c'est ce jour-là, je vous jure, que par la parole de cet enfant, et les enfants, vous savez très bien qu'ils sentent les choses, j'ai réalisé qu'effectivement, le noir, c'est la couleur de la noirceur, du péché, de la saleté, de l'impureté, etc. C'est pas par hasard que votre couleur, un peu plus sombre que la mienne, oui, a été, catégorisée dans le noir. Et le blanc, vous-même vous dites encore, ah, celui-là, il a le cœur blanc. Voilà, c'est bien que j'ai le cœur blanc, mais qu'est-ce qu'il a de blanc, mon cœur? Il est rouge comme le vôtre. Hein, et si vous arrive un accident, on peut échanger nos sangs pour vous sauver et vous donner un organe. Donc cette histoire de noir et blanc, les gens qui sont avec moi là le savent. J'aime pas quand on dit le blanc. Alors, au risque de faire une émission sur l'origine de l'homme, j'inviterai Hervé là à basculer dans une toute autre question, parce que la vie de Jean-Philippe, c'est celle-là aussi. Elle est ouverte, elle est faite de rebondissements, et on parlera bien entendu de ce moringa pris étant par M. Philippe. Hervé Davidonla. Merci pour c'est une très belle traduction, parce que moi, essentiellement, mes questions vont porter sur cette plante-là. Je suis non seulement fasciné par cette plante, mais aussi il y a beaucoup de non-dits. En Afrique, particulièrement autour de cette plante, j'ai eu l'occasion de suivre en longueur de journée pendant des années vos interventions, parfois que je juge un peu sous forme d'homélie, sous forme de témoignage. Mais ma simple question, la voici. Je voudrais savoir effectivement pourquoi, avec toutes les vertus que cette plante a, avec tout ce qu'on dit et tout ce que vous dites autour de cette plante, nous en Afrique, on n'arrive pas à l'utiliser à bon escient. On ne vit pas pendant longtemps. L'Afrique meurt de plus en plus, les Africains meurent de plus en plus jeunes. Et vous, je vous vois faire des super discours partout. Est-ce que ça veut dire que nous comprenons mal cette plante, malgré le fait qu'on en parle partout dans le monde entier? Et les gens l'utilisent même à d'autres fins. Mais malheureusement, l'Afrique, sur le plan nutritif, beaucoup de jeunes meurent même très tôt. On ne voit pas donc les effets du moringa. On ne le constate pas. Monsieur Jean-Philippe. Comme d'habitude, il va droit au but et il donne l'occasion de faire vraiment le cœur du sujet. D'accord. Deux choses. Premièrement, comme la mangue et comme l'arbre Nîmes, le nimier, le moringa n'est pas originaire de l'Afrique. Tout à fait. Il est arrivé avec le commerce triangulaire. Voilà, pardon, mais c'est comme ça. C'est un arbre typiquement indien, du sous-continent indien. Où là-bas, on le connaît depuis des milliers d'années et on l'utilise. Dans la pharmacopée indienne, qu'on appelle la médecine ayurvédique, on l'utilise dans plus de 300 préparations. Et on considère que quand on le met dans une préparation phytothérapeutique, c'est la base pour le socle de santé, comme ils disent. Plusieurs personnes, dont un moine tibétain m'a un jour dit ça. Socle de santé. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on le connaît peut-être pas aussi bien que d'autres arbres qui sont évidemment depuis toujours dans le continent africain, le baobab et autres, c'est ça, c'est que c'est plus récent. Mais mieux ou pire encore, c'est que l'étude scientifique de la qualité de cet arbre, de sa richesse, de sa composition, elle n'a à peine que plus de 30 ans. Petite anecdote, c'est au Ghana que la première fois, on a étudié la composition d'une feuille de moringa. Parce qu'un nutritionniste s'intéressait à une petite ethnie qui avait une meilleure santé moyenne que les autres. Il voulait chercher pourquoi. Il a remarqué que ces gens-là mangent le moringa cru. Indice très important, cru. Une fois cuit ou en infusion, le moringa perd 30% de ses qualités. Qu'on retienne ça de cette émission et on aura déjà beaucoup. Donc, si possible, cru ou non transformé, non traité. La poudre, c'est la même chose. Et il demande à son équipe, écoutez, il mange ça, c'est peut-être ça la raison. Regardez, cherchez-moi les trucs. Et on ne trouve pas. On n'avait jamais analysé, jusque fin des années 70, on n'avait jamais analysé la feuille de moringa. Ça s'est fait à Accra, dans une petite équipe de scientifiques. Donc c'est l'Afrique, j'allais dire, qui a révélé au monde, parce que quand il a vu la liste, 88 produits nutriments, dont des vitamines, des minéraux, des choses extraordinaires, en haute teneur, il n'a pas cru. Il a dit, tu te fous de moi, tu as pris une liste de tout ce qu'on peut trouver dans une plante, tu as mis des beaux chiffres, tu veux me faire plaisir, recommence. Il a recommencé 3 fois avant de se dire, là, on est devant quelque chose d'exceptionnel. Et si vous regardez aujourd'hui, effectivement, la composition, quand le moringa est reconnu pour une telle vertu, telle teneur, etc., c'est pas 1, 2, 3%. C'est 15, 20, 50%. Un exemple, c'est en 2011, c'est hier, j'étais déjà au Burkina, on a analysé la première fois le taux d'antioxydants. On passe sur les détails, c'est quelque chose qui aide le corps à lutter contre le vieillissement des cellules, le vieillissement des organes.
Le taux d'antioxydants du moringa, il se trouve qu'il est 50% plus élevé que la plante qu'on connaissait la plus élevée jusqu'à présent. Le record du monde, en 2011, c'était une petite baie d'un palmier d'Amérique du Sud, la baie d'Açaï. Et voilà que le moringa, quand on le mesure, il passe à 50% au-dessus. C'est très typique de tout ce qu'on observe sur cette plante. 50 ans, dans 30 ans, que l'Afrique va comprendre les vertus de ce moringa. J'ai plus que 34 ans à vivre, donc moi j'aimerais encore le voir. Et je pense qu'on n'est pas loin. Et je pense qu'on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Parce qu'on ne ressent pas, justement, on ne ressent pas ces vertus. Juste, en une phrase, je vous réponds. Le deuxième argument que vous me permettez de développer, c'est que, effectivement, pour le moment, les gens n'ont pas encore assez entendu de quelle manière l'utiliser. Et s'il y a une chose qui me tient à cœur dans ce qu'on fait actuellement avec une équipe qui en partie est présente derrière moi ici, médecins, pharmaciens, producteurs, etc., c'est de dire aux gens, aujourd'hui vous connaissez tous que le moringa est riche. Vous savez qu'on peut utiliser la poudre, mais on s'en lasse. Ceux qui utilisent la poudre tous les jours, moi-même j'ai fini par arrêter. Un jour j'ai mis du moringa sur la choucroute de ma maman, qui me faisait plaisir quand je rentrais, je sors ma petite truc de moringa, je la mets, j'avais honte. Voilà, pour dire, cet usage ne suffit pas. Et nous travaillons à proposer aujourd'hui des formulations, des produits agréables, goûteux, gastronomiques, etc., qui permettent d'utiliser le moringa sous toutes ses formes, et là on en bénéficie. Vous voyez que je suis monté sur ressort, c'est le moringa qui fait ça, clairement, parce que je sais l'utiliser. Si, je me permets de rebondir. Agneko. En effet, j'ai vu une de vos conférences justement où vous avez montré une carte du monde, où vous avez présenté la malnutrition et où vous sembliez vraiment révolté de dire que dans ces pays-là, on plante le moringa et pourquoi on ne l'utilise pas pour la lutte justement de la faim, de la malnutrition. Et vous avez cité Urban Zongo, notamment, qui a fait une étude qui a démontré que les enfants mal nourris, lorsqu'ils prenaient le moringa, ils arrivaient à récupérer plus vite. 3 semaines plus vite. Voilà, 3 semaines plus vite. Moi, ma question est de savoir, votre démarche, elle est purement commerciale ou bien vous avez aussi un engagement social et vous êtes philanthrope ou bien vous êtes businessman? Est-ce que vous pouvez me situer? Voilà. Oh, ça, c'est très facile d'y répondre. Je vais vous dire, si elle était commerciale, ma démarche, depuis 11 ans, je serais riche. Et ça, c'est pas tout à fait le cas, en tout cas pas en argent. Mais je suis riche d'une connaissance que j'aimerais vraiment aujourd'hui partager. Et ça, je vais vous dire, aujourd'hui, si je veux être businessman, c'est parce qu'effectivement, l'argent, vous l'avez assez traité dans cette émission avec d'autres, permet effectivement de développer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout se battre contre des gens qui, eux, sont que des businessmen. Et quand le ministre Aruna Kaboré, un jour, avant que je sorte de son bureau, me dit « Je compte sur toi pour que ton moringa prenne un jour des parts de marché à Coca-Cola », c'était une caricature, certes, mais ça disait bien ce que ça voulait dire. Je pense qu'il avait compris. Et je vais vous dire, très simplement, dans ce combat que mène Urban Zongo, aujourd'hui est docteur d'université. Il a passé son doctorat sur le sujet l'année dernière. Quand moi je vais aux Philippines en 2015, un symposium sur le moringa, on me parle de Urban Zongo au Burkina Faso qui a fait cette étude. En 2019, à Pretoria, en Afrique du Sud, même chose, on le cite. Et moi, au Burkina, j'arrive pas à faire passer que le moringa qu'on produit ici pourrait être donné aux 100 000 enfants dans les centres de récupération et d'éducation nutritionnelle, les CREN, en malnutrition sévère. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des intérêts derrière tout ça. Ces enfants, actuellement, sont bien récupérés par des multivitamines qui viennent de laboratoires européens, américains ou japonais. C'est tout. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à... Alors, c'est vrai qu'il faut faire ses preuves sur la qualité, sur l'efficacité, sur la propreté microbiologique, etc. Mais on se bat contre ça. Donc, business, oui, parce qu'il faut que les gens vivent. On va passer la parole à Salif Akeman avant de basculer sur la table d'à gauche. Voilà, Salif. parce que si j'ai compris votre réponse à la question d'Hervé, c'est comme si on a un problème de sensibilisation ou en tout cas de méconnaissance soit des vertus, soit de la plante elle-même. Je parle du Burkina. Mais l'autre préoccupation que moi j'ai, c'est sur les coûts. Moi, je consomme je ne sais pas si on dit la moringa ou le moringa. Oui, je crois le moringa, oui. Voilà, l'histoire du le et du la des francophones. Donc moi, je consomme... Arzantiga. Moi, je consomme... L'apostrophe Arzantiga. Moi, je consomme beaucoup de moringa. Mais ce que je retiens, c'est qu'il n'est pas très accessible côté coût. L'autre question que je me pose, c'est est-ce que c'est la culture du moringa qui est difficile ou pas très développée,
ou c'est la chaîne de transformation qui est coûteuse, ou alors ceux qui sont dans ces circuits font du business parce que après c'est un produit qui est présenté comme un produit miracle. On est dans une brèche, une niche que certains exploitent. Qu'est-ce qui justifie le coût de ces produits à base de moringa? Alors il y a une première réponse qui, je pense, qui s'impose, c'est de dire que le moringa, aujourd'hui, il est accessible à tout le monde dans sa cour. Et j'en vois, aller au village, on le sait. Alors si ça pouvait se développer un peu, c'est-à-dire au lieu d'avoir un arbre qu'on dépouille de temps en temps pour faire une bonne sauce qui est très appréciée avec du riz ou avec de la semoule, etc., ok. Mais si on le développe un peu, et ça commence à se faire, donc ça, c'est accessible. Et moi, je vous assure qu'une grande partie du moringa que moi je consomme, il y a des témoins dans la salle, c'est dans ma cour, à Ouaga. C'est-à-dire, moi, j'ai des arbres de moringa un petit peu partout, y compris des espèces est-africaines, et puis voilà, je les cueille. Donc on peut très bien et très facilement avoir du moringa accessible chez soi ou proche. Je veux dire que le paysan, il peut mettre ça à bord de son champ. Donc vraiment, le moringa, pour en bénéficier tous les jours, on n'a pas besoin ni de prendre mon jus de moringa, ni la barre fruitée que je fais avec Chef André ici, ou bien les gélules, parce que ça, évidemment, ça a un prix. Après, votre analyse, je ne vais pas y revenir, bien sûr, elle est valable pour la plupart des points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent qu'ils n'en vendent pas beaucoup, donc ils augmentent beaucoup leur marge. Et quand on est quelques-uns à vouloir dire que l'huile, on peut la vendre à 45 000 le litre, et on gagne encore toujours, et on peut surtout bien payer le producteur de base, parce que ça aussi, c'est du commerce équitable. Aujourd'hui, même dans le moringa, on essaie d'étrangler les gens. Ah, ta graine, elle est trop chère, il faut réduire. Non, il faut réduire les marges du transformateur. Donc, Monsieur Philippe, en même temps, la question de salif, est-ce que, de façon concrète, quelqu'un qui consomme du moringa, il a un budget de combien en moyenne par mois? Sans exagération aucune. Alors, je vais vous dire, pour faire simple, parce qu'à la Maison du Moringa, ici à Ouaga, on propose aujourd'hui une 60aine de produits, uniques au monde. Pas les produits, mais la gamme de 60 produits dérivés du moringa, c'est 60. Donc, je ne vais pas parler de tout. Je dirais qu'un seul. Aujourd'hui, on peut avoir une boîte de gélules qui vous fait le mois, de gélules. 150 gélules. Voilà, 150 gélules qui vous permettent de tenir un mois pour faire un apport efficace qui change votre vie. Aujourd'hui, ça peut coûter un maximum de 6 000 francs. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais mettez en face ce que chacun d'entre vous, d'entre nous, peut dépenser pour lutter contre un rhume par-ci, une otite, une angine, une truc. Moi, depuis quelques années, je n'ai plus rien de tout ça. 6 000 francs le mois, je trouve que c'est très raisonnable. Cependant, vous avez dit, on peut avoir du moringa, on peut le planter chez soi à la maison. Absolument. Mais en même temps, vous n'oubliez pas de dire que la qualité du moringa dépend de la façon dont il a été planté, de l'endroit aussi où il a été planté. C'est vrai, mais je veux dire, le moringa que vous allez cueillir derrière chez vous, que vous allez manger soit en le mettant en sauce, soit en le faisant sécher dans la case, en faisant attention, on fait ça de toute façon. Avec les feuilles de baobab, on le fait avec beaucoup de choses. Donc en fait, ici, nos femmes savent très bien faire ça, et elles peuvent le faire. Moi, je ne dis pas que c'est le seul moyen, mais en tout cas, au moins ce côté-là, personne ne peut nous dire que ça sera toujours accessible qu'à des gens qui peuvent acheter les gélules ou la barre. C'est pas fait pour les riches. Non. Alors, Priska. D'abord, moi, j'aimerais vous féliciter. Vous aviez réussi à vous intégrer à la culture burkinabé, précisément la culture du Sud-Ouest, au point de vous faire initier. D'abord, je vous tire mon chapeau parce que ce n'est pas tout le monde. Quand les Blancs viennent chez nous, ils disent « ouais, il fait très chaud, je vais repartir chez moi ». Ils ne sont pas habitués. Bravo. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la façon dont vous aviez pris la culture du moringa et cela a donné, si c'était un Africain, est-ce que cela se serait produit de la même façon? Et en même temps, j'aimerais savoir, vous dites que nous ne savions pas utiliser correctement le moringa. Est-ce que lorsque les recherches ont été menées, vous aviez divulgué complètement toutes les informations qui permettent de suivre les différentes étapes au point d'en aboutir au résultat souhaité, ou vous aviez caché certainement des trucs dont on ignore? Non. Alors, sur la culture du moringa, sûrement pas. Là, moi, j'ai travaillé qu'avec des étudiants, avec des chercheurs, avec des gens de l'Institut pour le développement rural, des gens de l'école 2IE, sur l'irrigation, sur l'amendement, sur les modes de culture. Parce qu'il faut dire qu'en 2009, quand j'ai commencé à m'intéresser, la plante n'était quasiment pas cultivée ici. Je pense qu'on était une dizaine à savoir l'importance du moringa. Au Burkina, 10.
pas plus, dont des chercheurs, dont des simples paysans, etc. Et non, je pense que sur le point de la culture, aujourd'hui, il n'y a rien qui est caché. Si vous voulez, j'emmène n'importe qui demain matin chez Juste Douamba, qui est là, qui se lance dans la culture du Moringa, chez Mohamed Ouedraogo à Kaya ou à Tanganasuri, ou bien Marthe Toé dans la région de Bobo. Voilà des gens qui, aujourd'hui, je pense, font non seulement de la culture intensive, efficace, mais aussi de qualité, avec le souci de l'environnement, c'est-à-dire en bio, et en vrai bio, parce qu'aujourd'hui on appelle un peu tout bio, mais bio c'est vraiment des choses bien précises, pas de pesticides. Donc c'est des informations connues et accessibles. Alors, juste pour répondre complètement à sa question, bien sûr, sur quelques recettes de produits finis, on fait attention. Est-ce que vous connaissez la recette de Coca-Cola? Non, elle arrive ici au Burkina Faso avec 2 motards qui l'emmènent jusqu'à la Brakina. Oui, mais bien sûr que c'est vrai. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que mon jus de moringa, ça soit la même chose demain. Et donc, on fait un petit peu attention. Mais pour un produit qui est né au Burkina, où on a mis 2 ans à le mettre au point, le but n'est pas tellement du business, mais le faire en sorte que les gens ne copient pas n'importe quoi. Qu'on n'ait pas vraiment des copies de la contrefaçon, parce que nous souffrons beaucoup de ça. Déjà, il y a beaucoup de contrefaçon. De la fausse huile de moringa, je peux vous en montrer, des poudres mélangées avec 30% de sable fin, véridique, de la poudre de moringa avec de la poudre d'herbe à éléphant. Donc vous le prenez ça, tu lui dis prends 3-4 grammes, ça va te faire du bien. Il prend 3-4 grammes, en réalité il a 1 gramme ou 1 gramme et demi, et l'autre ne lui fait rien, mais n'a pas d'effet. Prisca veut continuer? En même temps, moi j'aimerais savoir, vous, c'est les gélules, je pense qu'il y a du thé également. Il y a la posologie, c'est clairement indiqué. Il y a les contre-indications, les différentes prises, tout est indiqué sur votre boîte. Nous avons le cœur aujourd'hui de faire des produits de grande qualité avec la gélule elle-même, par exemple. C'est une qualité. Aujourd'hui, on vend en Afrique particulièrement, on vend des gélules qui sont vraiment des choses dangereuses. Ou par exemple, on cache aux gens que beaucoup de gélules, je parle du contenant, sont faites avec de la gélatine de porc. Nos amis musulmans, c'est vraiment, je trouve, traître et dégoûtant de ne pas le leur dire clairement. Et la gélule, malheureusement, ça coûte un peu cher quand c'est fait sans produits chimiques. Il y a une question en suspens de Prisca. Est-ce que le fait d'être le Nassara entre griffes a ouvert des portes ou a fermé des portes? Ouais, je ne vais pas me cacher, a ouvert des portes. Je souffre de racisme de temps en temps ici, entre autres même dans le milieu dans lequel je travaille tous les jours. Donc il n'y a pas de raison que je ne profite pas un petit peu des avantages de ma couleur de peau. Sérieux? Je suis tranquille parce que je le mets à disposition. De racisme, c'est fort quand même. Sérieux? Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, ça m'a permis de comprendre ce que vous vivez quand vous venez en Europe. D'accord. Voilà, donc c'est parfois ce que je me dis. C'est de la bêtise, ou de la peur, ou je ne sais pas. De la concurrence aussi. Voilà. Comment? De la concurrence aussi. Le racisme? Enfin, pour ceux qui peut-être vous... Oui, c'est un moyen pratique d'essayer de se débarrasser du sujet. Vous savez, quand ils utilisent ça, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments par ailleurs. Et je me dis, bon, j'ai gagné sur le fond, tant pis si sur la forme, j'en prends plein la figure. Sale blanc, je l'ai entendu. Je m'arrête en général et je leur explique. Je dis, je ne suis pas blanc, donc, et pas sale en plus. Donc je suis ni l'un ni l'autre. Bon, voilà. La question de Jenny maintenant. Alors, j'aimerais rebondir sur la traçabilité de vos produits, la traçabilité du moringa, la qualité. Comment vous assurez cela, en fait, vu que vous nous avez parlé de certaines déviations qu'il y a sur le marché? Si j'ai bien compris, c'est ma petite fille, puisque les Dagara sont les grands-parents des Ouedraogo et des Mossi, parce que la princesse Dienenga avait un papa Dagomba, donc Dagara, Lobi, etc. Et elle s'est mariée avec un Bissa, Rialé, pour donner un Mossi. Ça, c'est les mystères de la légende, mais bon. Donc, ma petite fille, très volontiers. La traçabilité, c'est simple. Il faut déjà préserver la propreté de la production à la base, donc faire en sorte que dans les champs, on ne mette pas n'importe quoi, que quand on fait le séchage, on fait attention à qu'il n'y ait pas de moisissures, de microbes qui s'y mettent. On sait maîtriser tout cela. Aujourd'hui, à force de travail, parce qu'on parle, mais on fait aussi, on a réussi à obtenir l'année dernière, en 2019 déjà, et 2020, les premières spécifications, les normes pour les produits de base. Feuilles séchées, feuilles fraîches, infusion, poudre et graines. De l'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation. Et aujourd'hui, par exemple, tous les produits qui sont vendus à la Maison du Moringa utilisent des produits de base qui viennent de nos producteurs, dont Mohamed Ouedraogo, qui ont cette reconnaissance, cette certification ABNORM.
Ensuite, on a aujourd'hui, depuis quelques mois, une telle créativité que tout n'est pas encore certifié au niveau du produit fini, mais là, des laboratoires comme le NLSP, Laboratoire national de la santé publique, l'EcoCert, voilà, toutes les autorisations de mise en marché pour les gélules. Je ne suis pas en pharmacie pour le moment parce que j'attends d'avoir la procédure en cours d'autorisation de mise en marché. Je tiens beaucoup à cela. C'est peut-être des lubies de Nassara, mais ça protégera la tranquillité et la sécurité de tout le monde. Je sais qu'il y a des questions, il y a des questions qui vont venir. Permettez une petite respiration. Tout de suite, il faut que je vous le dise, le 15 mai, allez voir ce garçon au Sénasa. 600 places, réservez bien votre ticket parce que là, on va parler, on va rigoler et ce sera l'occasion de découvrir encore cet artiste que moi j'ai découvert personnellement au Sénasa pour la première fois. Il est drôle, il est marrant. Voici pour la première fois au Grand Café, Soum le sapeur. Ça va? Hein? Ça va? J'ai un conseil pour toi. Voilà. Si un garçon te dit que lui n'est pas comme les autres, c'est simple. C'est qu'il voit ses règles, sinon tu ne fais un mentor. Votre leçon va ici. Alors, votre régie a assommé. C'est bon. Faut couper. Alors, commandant. Alors, je ne sais pas, j'ai entendu que tu es commandant. Mais je ne sais pas, tu commandes qui? Alors, de toute façon, un commandant reste un commandant. Voilà. Bon, de toute façon, c'est vous êtes en connexion directe avec les dirigeants du pays. Nous tous, on est au courant. Bon, si tu veux aussi, tu peux faire semblant. Voilà. Bon. Mais moi, j'ai mes doléances à te donner. Voilà. Je sens un petit à quoi. Voilà. Faut voir le gouvernement. Ils vont nous décorer. Non, mais je suis sincère. Nous, on appelle ça le cercueil. Voilà. C'est un mélange de café et de chiro plus waouh. Voilà. Alors quand nous on prend ça, nous on ne mange plus beaucoup. Donc du coup, nous on participe à l'autosuffisance alimentaire. Et ça là, ça ne mérite pas une décoration. Voilà. Bon, tout le cas, ça me dit, nous on ne gaspille pas la nourriture. Et puis, commandant, bon, moi j'ai un souci, quoi. Il faudrait aussi voir, fais pas confiance à quelqu'un, il faudrait aussi voir le gouvernement pour quelques doléances encore. Commandant, il faudrait que vous commencez à sensibiliser les sorciers. Non, oui, sincèrement, sinon, on a ça à attendre. Oui. Tous les jours, quand nous... pour toi-même, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les sorciers. Tu ne connais pas les sorciers. Tous les jours, quand nous, on est sur notre mort là, et notre kiosque. Bon, c'est notre kiosque, mais maintenant, comme les gens veulent nous décourager, ils appellent ça mort. Mais nous, on est toujours serrés. Voilà, on sait là où on va. Voilà. Tous les jours, quand nous on est sur notre mort, et puis on prend notre cercueil en mort tranquillos, bon, les gens passent et ils nous regardent. Bon, chose qui n'est pas normale. Nous ne sommes pas des animaux. Bon, ce qui est énervant et ce qui est regrettable, c'est que juste après l'heure égale, 2 semaines, c'est trop. 2 semaines, il y a quelqu'un qui va mourir dans notre cuisine. Donc moi j'ai compris que les sorciers veulent nous finir.
Donc, commandant, si tu peux vraiment le voir, quoi, pour nous aider, sinon nous on souffre. On souffre vraiment. On souffre. Voilà. Et puis, il y a quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai oublié ça même. Oui, mais, attends. Et voilà. Commandant. Bon, souvent, il ne faut pas chercher médicaments où il n'y en a pas. Voilà. Bon, nous, chaque jour à la mort, nous, on étudie beaucoup. Voilà, on est là. C'est vrai, on ne travaille pas, mais on pense au pays. Voilà, on pense à l'avenir aussi du pays. Voilà. Bon, et on a des idées. Mais bon, comme vous n'écoutez jamais quelqu'un qui consomme le kilo, c'est ça aussi qui fait que le pays souvent est en retard. Non, parce que non, sincèrement, nous aussi, on a des choses, quand on dit, ça peut aider. Voilà. Et nous, on a retrouvé le médicament du coronavirus, là. Voilà. Il ne me croit pas. Pendant les élections, là, et les campagnes, là, bon, le corona, là, avait parti. En tout cas, on ne le sentait plus. On dirait lui aussi, il était en campagne. Bon, mais maintenant, comme les élections là sont passées, le corona là est revenu. Maintenant, le médicament est simple. Est-ce que c'est pas mieux d'organiser chaque mois des élections? La date à retenir, c'est le combien? Bon, c'est le 15 mai, oui. au Sénat. D'accord. D'accord, donc les tickets sont déjà en vente. Oui. Ouais. Au 78 50 01 50. Ouais, pour commander les tickets. Voilà, pour commander les tickets. Ben, les amis, est-ce qu'on peut retrouver les tickets au kiosque? Oui, les tickets sont à la mort. Mesdames et messieurs, allez voir ce garçon. Ce n'est rien, c'est juste un florilège de ce que vous pouvez ressentir là-bas ce 15 mai. Il est formidable, il est adorable, il a de l'imagination. C'est vraiment Soum le sapeur, c'est son événement. Et je l'ai expressément invité à cette émission pour qu'on lui fasse cet honneur-là, ce jour-là. Mesdames et messieurs, applaudissements encore pour Soum le sapeur. Merci. Merci beaucoup. C'est le chat. Les gens parlent mal de toi. Mais ce qui me plaît chez toi, c'est que tu t'en fous de nous autres là. Comme nous on fait rien là. Tu vas critiquer quoi? Soum le sapeur. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité.